Condé, ma joie de vous retrouver cet après-midi pour le compte de votre magazine Le Point. Alors, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous la présenter. Comme vous le savez, je suis Priska Yandobia, Le Point, une émission qui est habituée à être conduite comme ça par Fred Abala, que je salue. Mais aujourd'hui, spécialement, c'est moi qui le fais. C'est Priska Yandobia de 9-11 qui se retrouve aujourd'hui pour le compte de l'émission Le Point. Alors, c'est quoi l'émission Le Point? J'aime toujours expliquer en amont pour permettre même à ceux-là qui sont à la maison, s'ils sont intéressés, bien sûr, de se joindre à nous pour participer, bien évidemment, dans notre magazine Le Point. Le Point est une émission conçue chez RTVL pour permettre à tout le monde qui a un savoir-faire. Alors ici, il n'y a pas de discrimination, ici, il n'y a pas de spécialisation, que vous soyez un pasteur, un docteur, un jeune innovateur, qui que vous soyez, Le Point vous donne l'opportunité de prendre part et de nous dire ce que vous êtes capable de faire, ce que vous connaissez faire, bien sûr. Alors, pour ce lundi 24 août, j'ai le privilège de vous présenter ce magazine. Comme ça, je suis accompagnée d'un analyste politique. Avec lui, nous allons parler de 3 thématiques. Nous avons 3 thématiques à échanger, mais avant de vous annoncer la thématique, je vais d'abord lui laisser la parole. Question pour lui de se présenter pour que le public quand même sache avec qui nous allons partager les plateaux aujourd'hui pendant à peu près 1 heure. Nous parlerons de quoi? Avant de vous dire de quoi est-ce que nous allons exactement parler, je laisse la parole à mon invité de cet après-midi, à qui je dis déjà bon après-midi, messieurs. Merci beaucoup, madame la journaliste. Bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie. Très heureuse pour moi de partager ce plateau avec vous. Alors, vous allez regarder nos téléspectateurs et leur dire qui êtes-vous, comment on vous appelle, pour ne pas que je vous présente. Soyez libre de vous présenter, même avec vos titres de qualité, si vous voulez. Une fois de plus, merci beaucoup, madame la journaliste, pour la parole accordée. Je tiens à me présenter au nom de monsieur Ndombe Justin Tswemi. Je suis juriste de formation, s'il va falloir le dire ainsi. Et ici, au sein de votre plateau télévisé, je tiens à me présenter comme étant un analyste politique. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs Justin Ndombe. Vous avez entendu, vous êtes maintenant au parfum de la personne avec qui nous allons partager le plateau ce lundi. Alors, avec messieurs Justin, nous parlerons comme ça du dialogue. Le dialogue fait débat. Il y a de classe politique qui se prononce chaque jour. Nous voyons chaque classe politique s'est prononcée. Nous voyons chaque acteur politique s'est prononcé. Alors nous allons également prendre l'avis de Maître Justin, si vous me permettez de vous appeler comme ça. Je vous en prie. Nous parlerons également de l'importance du changement de la Constitution que nous avons vu récemment. On a même associé la jeunesse. On a mis la jeunesse pour dire que la jeunesse était d'accord pour le changement de la Constitution. Alors, on va se poser la question, est-ce que ce changement de constitution est vraiment important pour les Congos? Et si c'est important, c'est pour quelle finalité? C'est pour quel but? Nous allons en parler avec messieurs Justin. Et enfin, nous allons parler du fameux procès Frivao, le procès de Constant Mutamba que la justice a requis comme ça 15 ans de travaux forcés. 15 ans de travaux forcés ont été requises à messieurs Constant Mutamba. Nous allons voir, est-ce que le procès s'est déroulé comme il faut? Le procès, la procédure, il y a procès, ça s'est passé vraiment dans le détail selon ce que la justice demande. Nous allons parler avec messieurs Justin, maître Justin Ndombe. Maître Justin, tous nous parlons du dialogue. Tous nous parlons du dialogue. Mais j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez, parce que le dialogue, la population ne refuse pas. La classe politique ne discute pas pour le dialogue. Mais la classe politique veut que le dialogue soit inclusif en République démocratique du Congo. Ma première question serait donc, est-il possible d'avoir le dialogue inclusif en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, une fois de plus, madame la journaliste, pour la parole. Mais avec votre modeste permission, avant que je puisse aborder la thématique sur les dialogues, je voudrais un peu, vous puissiez me permettre de présenter d'abord mes remerciements. Je tiens à remercier le bon Dieu d'abord, premièrement, d'avoir rendu possible ces beaux moments, au cours desquels nous avions eu l'occasion d'analyser les différentes thématiques liées à l'actualité politique. Je profite également de cette occasion pour vous remercier
Madame la journaliste, d'avoir bien voulu m'accorder cette invitation malgré ma modeste personnalité. Ainsi, je tiens une fois de plus à adresser mes sincères remerciements à toute l'équipe technique qui a contribué à la réussite de cette émission. Et rapidement, avant d'aborder la première thématique consacrée à la question du dialogue, permettez-moi, avec votre permission, d'adresser un mot au gouvernement de la République et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pourquoi je veux le faire? Je veux le faire parce que dans la loi fondamentale que nous appelons la Constitution, cela me donne cette permission, étant que citoyen, d'adresser un mot de ma part concernant l'actualité politique qui regorge notre pays. Sans insulte, sans méconduite, soyez juste, soyez un vrai citoyen du pays. Merci beaucoup. L'article 37 de la Constitution de notre pays nous garantit ce qu'on appelle la liberté d'associer. Je m'excuse, pardon. C'était l'article. Veuillez un peu m'excuser, pardon, pour ces petites. Voilà, je vous rappelle que nous sommes sur la RTVL, mais aujourd'hui exclusivement, Prisca Yandobia vous présente l'émission Le Point, le magazine Le Point. Nous avons sur ce plateau les juristes, Justin Ndombe, avec qui nous allons parler. Je rappelle la thématique, nous parlerons de 3 thématiques d'ailleurs. Nous parlerons du dialogue inclusif, nous parlerons aussi comme ça de l'importance du changement de constitution, excusez-moi, en République démocratique du Congo. Et c'est vraiment important de changer la Constitution. Et s'il faut changer la Constitution, quels sont les enjeux que le gouvernement pense mettre en place pour sécuriser, bien évidemment, la population congolaise, mais aussi nous parlerons comme ça de ce qui se passe, du procès, du fameux procès de Constant Moutamba. Comme vous le savez, la justice a requis comme ça 15 ans de travaux forcés. Nous nous posons la question, est-ce que la procédure est juste? C'est avec toutes ces thématiques que nous discutons avec Monsieur Justin Ndombe. Je crois que vous vous êtes retrouvés. Oui, merci beaucoup. Au fait, la pensée que je voudrais partager vis-à-vis des autorités, je l'ai tirée de la pensée d'un grand psychologue qui s'appelait du nom de Machiavel. Machiavel, parmi ses ouvrages, il a eu à intituler un ouvrage qui avait comme sujet la différence qui existe entre un gagnant et un perdant. Je tire ma réflexion de là-dessus. Et dans cet ouvrage, Machiavel voudrait un peu nous expliquer quelle est la différence qui existe-t-il entre un gagnant et un perdant. Rapidement, je cite, Machiavel dit dans cette pensée, la différence entre un gagnant et un perdant ne dépend pas de son talent. La différence, ce n'est même pas le travail qu'il exerce, non plus l'intelligence qu'il a. Mais Machiavel, dans sa pensée la plus profonde, disait l'intelligence qui existe entre un gagnant et un perdant se focalise sur le mental. Donc un gagnant est censé d'avoir un mental plus élevé. Par rapport à tout cela, je voudrais beaucoup plus m'adresser aux autorités. Nous sommes en train de traverser un moment assez caduc, un moment assez de turbulence. Alors, dans toutes les décisions possibles que nos dirigeants sont censés prendre pour la bonne marche, pour la réussite vis-à-vis de cette situation difficile qui nous environne, nous devons tous avoir un mental très élevé parce que cela est lié au sort que le pays est en train de vivre. Merci beaucoup. Alors, rapidement... Répondez maintenant à ma question et merci en tout cas, surtout pour le remerciement à l'équipe de la RTVL. Merci beaucoup. La question qui aborde les dialogues. Il y a une intelligence française qui dit, avant de mieux répondre à une question, vous devez d'abord très bien comprendre la question. Parce qu'une personne qui comprend très bien la question a déjà la moitié de la réponse. Exactement. Pour parler du dialogue, nous sommes censés de comprendre d'abord qu'est-ce qu'est le dialogue. Voilà pourquoi ma question est constituée de savoir c'est quoi le dialogue. Surtout, je précise, inclusif en RDC. Merci beaucoup. Dans un contexte purement politique, le dialogue est un échange organisé entre différents acteurs politiques ou sociaux afin de discuter d'un problème, de confronter leurs points de vue et de rechercher une solution acceptable. Et en sciences politiques, pour aller un peu plus loin, les intelligents ou les intelligents
ont pu comprendre que le dialogue a toujours eu comme objectif de répondre aux besoins qui lient la société. Donc voilà un peu par rapport déjà, une fois de plus, à la thématique qui est concernée sur la définition du mot dialogue. Mais quand on rajoute dialogue inclusif, comme le demande le parti cher à Martin Fayoulou, l'ensemble, qui dit qu'il ne refuse pas le dialogue, mais ce dialogue-là doit être inclusif. Quand il dit ça, il sous-entend quoi? Il veut dire quoi exactement? Surtout que vous êtes juriste de formation. Merci beaucoup. À ma logique par rapport à la compréhension, je pense que quand le président Martin Fayoulou, que je profite de l'occasion pour saluer, est en train d'évoquer le sujet sur l'inclusivité du dialogue. Exactement. Il voit premièrement par rapport à sa logique la vérité. Ouais. Donc le souci du président Martin Fayoulou en parlant de l'inclusivité du dialogue est basé sur la transparence, la vérité. Il souhaite à ce que la vérité puisse être établie. Il souhaite à ce que le peuple sache quelle est la raison principale qui a poussé le pays à partir du 2028. À partir du 2028 qu'on a eu à assister à une passation pacifique, comme les Congolais disent. 2018, comme les Congolais le disent, la passation pacifique du pouvoir. Et connaissant toutes ces réalités que vous et moi aussi nous connaissons, tant que citoyens, le président Martin Fayoulou, comme cela est évoqué, souhaite ou sollicite d'avoir beaucoup plus d'éclaircissements par rapport à la procédure du dialogue inclusif. Avant de poursuivre ma série de questions, est-ce que vous êtes pour ou contre, êtes-vous pour ou contre le dialogue? Effectivement, nous sommes bantous, nous sommes humains, nous sommes africains. Le dialogue fait partie de la société. Pour qu'il puisse avoir une bonne société, au moment où au sein de la société, nous remarquons des divergences, forcément nous sommes appelés à dialoguer. Quelle garantie, selon vous, quelle garantie faut-il réunir pour que le dialogue soit inclusif? Parce qu'on peut dire, oui, nous acceptons le dialogue. Avant, il y a eu le dialogue, mais c'était pour quelle finalité? Mais cette fois-ci que nous acceptons le dialogue, mais qu'est-ce qui garantit que ce dialogue va être inclusif? Ça, c'est une très très bonne question en termes de garanties. Bon, à ma connaissance, je pense que l'initiateur d'abord du dialogue, comme la Constitution l'a prévu, c'est le président de la République. C'est la seule personne habilitée à convoquer les dialogues. Et par rapport aux démarches que l'opposition, ou en particulier les C64, sont en train d'entreprendre pour l'inclusivité du dialogue. Moi, je pense que c'est déjà une très avec bonne sa démarche qui change des procédures chaque jour. On se réveille, non, on doit ajouter tel document, on doit ajouter tel dossier. L'affaire de C64 reste à vérifier, c'est entre parenthèses. Vous saviez, madame la journaliste, ici, je ne voudrais pas beaucoup plus me focaliser, de parler de cela comme étant un juriste de formation, mais je voudrais beaucoup plus approfondir ce sujet étant qu'un citoyen. Vous saviez, ce que les gens n'arrivent pas à reconnaître, c'est la gravité de conséquences que ce pays risque d'entamer au moment où les dirigeants n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités. J'aimerais, avec votre permission, faire un peu une petite démonstration pendant que je suis en train d'aborder le sujet concernant le dialogue. D'accord. Nous sommes en train de vivre ce que moi j'appelle en français les cercles vicieux. Donc les mêmes choses, les mêmes causes, les produisent les mêmes effets. C'est ça un peu la réalité avec notre pays. Vous vous souvenez en 2018, pendant que le président Kabila, qui aujourd'hui est accusé de rebelle, il avait essayé aussi, de son côté, entamer la même procédure concernant les dialogues. Exactement. Nous avions connu les dialogues avec le président, à qui je rends hommage, qui nous a déjà quittés, mais c'est Eden Kodjo. Eden Kodjo, ouais. Vous vous souvenez, les réalités, les procédés que le peuple a vécu pendant tous les mécanismes au moment où les dialogues étaient sur le point de s'organiser. Qu'est-ce que je voudrais dire un peu par là? Au temps du Kabila, on avait ce qu'on appelle la coalition Lamouka. Ouais. Au temps du Kabila, il y avait aussi les troupes rebelles. De l'autre côté, au niveau de l'Est du pays, qui menaçaient le pouvoir en place. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer dans toute cette démonstration que je voudrais un peu démontrer? Vous allez réaliser, au temps de Kabila, pendant qu'il tentait, à la fin de son mandat, l'opposition en place lui faisait pression. Voire même l'Église catholique lui faisait pression de convoquer un dialogue. Ouais. Ma crainte maintenant par rapport aux mêmes événements qui ne font que se répéter est celle-ci. Vous allez remarquer avec le président actuel Félix Antoine Tshisekedi,
De son côté, nous voyons, il y a la coalition, comment on appelle ça déjà? Excusez-moi, la coalition, c'est quoi déjà? Vous voulez parler de quoi? De cash? Le pouvoir en place. L'Union sacrée. Nous avions la coalition, l'Union sacrée. De l'autre côté, nous avions la coalition C64. Et de l'autre côté, avec les amis qui tiennent les armes, nous avions Corneille Nangaa, ainsi que le groupe rebelle M23. Je voudrais vraiment beaucoup plus que les téléspectateurs puissent un peu tirer attention par rapport à la petite analyse que je voudrais un peu démontrer. Avec la coalition Union Sacrée, que personne ne vous trompe, s'il va falloir qu'on se le dise en nous regardant droit dans les yeux, le seul parti politique qui veut que le président Tshisekedi puisse pérenniser au pouvoir par rapport aux réalités que nous voyons, ce n'est que l'UDPS. Vous n'allez pas voir la position de l'AFDC avec leur mentor, le professeur Bahati Lukwebo, que je salue en passant, prendre une position à prouver que Félix Tshisekedi de son côté est partant de pérenniser le pouvoir. De l'autre côté, vous voyez monsieur le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, avec sa famille politique, les MLC. Et nous voyons aussi, ensuite, je suis en train de citer les grands mentors, et de l'autre côté, au sein de la coalition Union Sacrée, nous voyons aussi le président du regroupement politique, du parti politique UNC, M. Vital Kamerhe. Lui aussi, de son côté, il a essayé un peu de prendre distance, mais en observant de loin comment est-ce que la situation politique au pays est en train de se dérouler. Tandis que de l'autre côté, nous sommes en train de voir le PPRD, avec son mentor, le président Joseph Kabila, qui jusqu'à présent détient le titre du sénateur à vie. De même, dans la coalition FCC, nous voyons aussi toujours de même le président Joseph Kabila Kabange. Et s'il va falloir aller plus loin avec ma pensée, vous allez vous rendre compte, ça n'a même pas tardé, pas plus tard que quelques temps passés, le président du troupe rebelle M23, M. Corneille Nangaa, il avait même passé une interview en disant « Nous souhaitons même que le président Kabila puisse rejoindre le groupe armé M23 pour nous diriger. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Au sein de l'Union Sacrée, nous voyons le président Félix Tshisekedi. Mais dans la scène de la coalition Union Sacrée, vous allez remarquer il y a une mégalomanie d'hypocrisie qui s'exerce. De l'autre côté, nous voyons le président Jean-Pierre Bemba. Il est silencieux. En fait, ce qui veut dire que l'Union Sacrée est une bande d'hypocrites. Les gens qui ne veulent pas se prononcer. Non seulement ça, mais il y a aussi ce que moi j'ai pu remarquer au sein de l'Union Sacrée, l'autorité du pouvoir qui est M. Félix Tshisekedi n'est pas vraiment assise. En dehors de cela, je voudrais encore beaucoup plus approfondir ma réflexion en disant ceci. Vous voyez au sein du PPRD ou au sein de la coalition FCC, vous voyez une autorité qui fait partie de cette coalition en train de subodorer le pouvoir ou bien la personnalité de Joseph Kabila Kabange. Vous allez même réaliser plus loin, même quand vous regardez du côté là où même quand vous regardez là où le président Kabila se retrouve avec la coalition Front commun, sauvons le Congo, pardon. Vous allez remarquer, il est entouré de grandes autorités de l'État qui ont pu exercer. Tel que quand je parle des autorités, je vois monsieur l'acteur politique Franck Diongo, je vois monsieur José Makila et consorts. Si vous regardez l'architecture de la manière dont cela se présente, vous pensez vraiment que Franck Diongo, dans sa tête, il peut oser s'élever devant M. Joseph Kabila pour lui dire que je sollicite avec sous votre autorité de me désigner comme étant candidat unique pour les prochaines élections, si seulement si cela aura lieu. Je ne vois pas. Mais ce qui est contraire, même le président du troupe rebelle M23, Corneille Nangaa, il a dit dans ses propos,
À ses yeux, il ne considère même pas l'actuel président, M. Félix Tshisekedi, comme président de la République. C'est ça, au fait, le grand problème que nous sommes... Donc, vous jugez en mal la politique de Félix Tshisekedi. Pour vous, il ne pèse pas. C'est ce que vous voulez dire. L'autorité de l'État, c'est ça le problème. C'est ce que je dis, il ne pèse pas. C'est ça le problème, l'autorité de l'État. En M. Félix Tshisekedi, son excellence, je ne vois pas vraiment l'autorité de l'État s'exprimer en lui. C'est ça, en fait, le vrai problème. Et tout commence par là. Donc, voilà un peu, s'il va falloir un peu paraphraser la question qui est liée au contexte du dialogue inclusif. Voilà. Voilà. Alors, selon vous, vous venez de dire tout à l'heure que Monsieur le Président actuel, je vais dire vos mots, vous avez dit clairement qu'il ne pèse pas, il n'a pas d'autorité au fait. Alors, à l'époque du président Kabila, il y a eu le dialogue. Effectivement. Il y en a eu. Mais personnellement, je n'ai pas vu de résolution. Je n'ai rien vu qui a changé. La guerre à l'Est est restée authentique. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Et c'est aujourd'hui que vous voulez que Félix Antoine Tshisekedi, qui a trouvé une guerre qui a duré à peu près 30 ans, venir finir ça tout d'un coup, je ne sais pas sur base de quoi. Alors, puisque vous pensez que le chef de l'État actuel ne pèse pas, il n'a pas d'autorité, selon vous, quelle solution peuvent-ils mettre fin, par exemple, à la guerre qui est à l'est du pays? Quelle solution quelle solution peut-on proposer à l'actuel président qui sollicite le dialogue? À Koki Kotia, par exemple, n'a cahier de charge pour se dire que non, j'ai suivi M. Justin, sa proposition était, par exemple, de faire ça pour diminuer l'insécurité dans le pays, et ça et là. Il doit premièrement assumer ses responsabilités tant que garant du bon fonctionnement de l'État. Un président, il doit avoir ce qu'on appelle l'autorité. Il doit frapper la main sur la table. Il doit imposer. Parce que, à ce que nous savions, le président de la République, en lui, il possède toutes les armes offensives possibles pour ramener la paix au sein de ce pays. Il a l'armée avec lui, il a le ministère intérieur, le ministre de l'Intérieur, il a les finances, il a le budget qu'on sort. Il doit s'assumer, il doit se comporter en autorité. C'est la seule proposition que moi, étant que citoyen, je porte auprès du président de la République pour essayer un peu d'apporter une solution positive par rapport à la crise sécuritaire qui regorge notre pays. Le président, j'insiste sur le fait que vous êtes en train de dire que le président n'est pas autoritaire. Mais le président qui, à son niveau, a décentralisé les choses. Vous avez dit tout à l'heure, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a l'armée, tout ça. Il ne peut pas être ici au même moment et là-bas. Il ne peut pas être au même moment ici et là-bas. Voilà pourquoi il a décentralisé les choses. À ces niveaux-là, c'est le président de la République qui n'est pas compétent ou c'est sans le coéquipier du président, c'est son équipe qui n'est pas compétente. Parce que si vous accusez directement le chef de l'État, je me pose la question, le chef de l'État ne travaille pas seul. Le chef de l'État a décentralisé les choses par rapport à la compétence de chacun des membres du gouvernement. Il y a certaines responsabilités qui ne lui reviennent pas directement. Ça revient par exemple au Premier ministre, il y a des responsabilités qui reviennent au chef de l'armée, il y a des responsabilités qui reviennent au ministre de l'Intérieur, au ministre de Transport et ça et là. Lui qui, à son niveau, a décentralisé les choses, comment arrivez-vous à l'accuser qu'il n'est pas autoritaire et que son travail n'est pas bien fait? Merci beaucoup pour la question. Il y a une intelligence en français qui dit: il n'existe pas de mauvais troupes, mais il existe un mauvais chef. Quand le chef a sa qualité tant que président de la République, responsabilise ses ministres, et en retour, nous réalisons que le travail n'est pas très bien abouti. Avec les arguments possibles, quand vous arrivez à réclamer que le travail n'est pas bien fait, avez-vous les arguments que vous amenez directement au chef de l'État pour qu'il se dise? On l'a vu dernièrement descendre sur le terrain pour la construction de routes et tout ça. Là, quand il est descendu, le lieu m'échappe. Quand il est descendu, il a vu que, je pense, il est descendu, il a vu que le travaux ne s'effectuait pas de la manière dont il s'attendait. Il a crié. Il a crié déçu. Mais crier ne suffit pas pour un... Quand il a crié, on a vu que les travaux se sont améliorés. Mais moi, je ne comprends pas, vous jugez le chef de l'État pour ne pas être du côté du chef de l'État. J'ai vu le chef de l'État prendre certaines mesures. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi,
les habitants de l'immeuble Flambeau, je crois. Oui, je vois. Ouais. Ils ont été entourés ce matin parce que ces gens-là ont construit de faux sceptiques à l'extérieur et ça pénalise la population. Quand le chef de l'État donne l'ordre qu'on descende sur le terrain et qu'on sorte les gens qui habitent cet immeuble, c'est la population qui se plaint. C'est la population qui dit que non, ils ne peuvent pas habiter là et tout ça là. Or, le chef de l'État a déjà trouvé que cet immeuble existait avec les habitants à l'intérieur. À ce niveau-là, le problème n'est pas le chef de l'État. Vous voyez que la population aussi a sa part de responsabilité. Madame la journaliste, le pays, pour commencer, est dirigé par des autorités. Ce sont les autorités qui dirigent le pays. Tel que vous l'aviez dit, le chef de l'État est entouré avec les membres de son gouvernement. Je venais de dire, le contexte que nous sommes en train d'évoquer, c'est un contexte purement scientifique par rapport au dialogue. Et la préoccupation ou l'inquiétude du peuple congolais, c'est de voir un changement vis-à-vis de tout ce que nous sommes en train de vivre. Le problème, s'il vous plaît, tout en sachant que le changement ne vient pas brusquement, c'est toute une procédure. Le président de la République, avant qu'il puisse être élu, quand il était en opposition, il avait déjà remarqué toutes les problématiques que ce pays subissait. Et les jours où il a prêté serment, il avait promis d'assurer la sécurité au sein du pays. Tout ce que je suis en train d'évoquer explicite, s'il va falloir être honnête, une petite défaillance vis-à-vis de la gestion du chef de l'État. Vous allez devoir beaucoup m'excuser. Ici, au sein de l'émission, je ne voudrais pas donner l'impression comme si je suis en train de combattre le président de la République. Non, nous l'aimons. Nous voulons à ce que ce pays... Vous le combattez quand vous n'acceptez pas sa politique, quand vous dites qu'il ne fait pas bien son travail, alors que nous voyons quand même le changement s'est fait. Parce qu'il a trouvé déjà que le Congo était malade, les pays étaient malades. La maladie vient rapidement, mais il faut le savoir que ça finit petit à petit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous n'allez pas me dire que depuis qu'il est venu, il n'y a pas de changement. Évidemment, à moins que je sois animé de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Évidemment. D'abord, il faut applaudir par rapport à ça, au lieu de lancer que de balles, que de piques. Cela ne suffit pas. Ce pays a beaucoup de problèmes. Il est en procédure, n'est-ce pas? Je n'en disconviens pas. Mais ce qui est plus important, c'est d'arriver à résoudre les problèmes qui lient beaucoup plus la société. La société a beaucoup de problèmes que vous et moi nous savions. Est-ce que vous savez que, excusez-moi pour l'exemple, avant que je puisse arriver au sein de votre plateau télévisé, les réalités, les difficultés que j'ai eu à rencontrer le long de la route pour arriver ici. Ça revient au chef de l'État. Et effectivement, tout cela, ce sont des problèmes qui regorgent notre pays. Ça regorge notre pays. Nous ne pouvons pas les... Il y a un ministère du tutelle, donc il y a quelqu'un qui doit s'en occuper. Tout ne doit pas être chargé sur le chef de l'État. Ça, il faut le savoir. Chère madame la journaliste, vous êtes chef dans une administration publique. Vous réalisez que vos travailleurs n'arrivent pas à assumer la tâche dont vous les leur avez confiée. Et tant que chef, quelle est votre responsabilité? Vous suivez généralement le compte rendu du rapport de ministre? Souvent, oui, je suis. Et quand vous suivez, vous ne voyez pas qu'il y a des moments où le chef de l'État est en train de guéler le ministre de chaque tutelle par exemple, pour le lenteur dans telle activité, dans telle chose, vous ne remarquez pas? C'est ça aussi le problème avec les chefs de l'État. C'est que j'ai pu remarquer. Les chefs de l'État, comme vous ne cessez de le dire, quand ils remarquent que ça ne va pas, ils s'énervent, ils frappent, puis ils gueulent. Mais vous savez que dans une administration, la meilleure résolution pour réparer une faute qui a été commise, c'est la sanction. Dites-moi un peu, en toute sincérité, je sais que les questions ne sont pas le mien. Malheureusement. Posez-moi la question à l'extérieur, pas ici. Merci beaucoup. Donc, je disais, la responsabilité des chefs dans une administration, c'est de sanctionner quand ils remarquent qu'il y a un ça ne va pas. Ce qui n'a jamais été le cas avec le président, à ce que je sache. Ça n'a jamais été le cas. Quand il remarque, il s'énerve, il frappe, et à ma connaissance, il se limite là. Bon, on va clore cette première thématique pour ne pas y rester pendant longtemps. Donc, selon vous, le dialogue inclusif en République démocratique du Congo, c'est possible? Effectivement. C'est possible et vous êtes d'accord
que nous partions au dialogue. Tout à fait, en tant que citoyen. Voilà, je vous rappelle que je suis sur ce plateau accompagné comme ça d'un analyste politique. Il est aussi juriste de formation. Il répond au nom de messieurs Justin Ndombe. Avec lui, nous sommes en train de parler de 3 thématiques différentes. Déjà, nous venons là d'achever notre première thématique qui est... nous avons discuté autour du dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Pourquoi je martèle sur inclusif, sur l'inclusivité du dialogue? Parce que justement, nous voulons un dialogue de vérité, un dialogue clair, un dialogue qui sera un token, un dialogue après dialogue, tomonipé, solution. Et c'est que token dialogue, nous restons toujours dans le même problème et demain, encore après demain, vous nous demandez encore un autre dialogue. Non. Quand on propose une solution, il faut être vraiment une solution encore durable. Voilà pourquoi même nous voulons partir au dialogue. On va changer de chapitre. Nous allons maintenant parler du changement de constitution en République démocratique du Congo. Autrefois, le chef de l'État actuel qui était en opposition l'autre fois était contre le changement de constitution en République démocratique du Congo. Soudainement, il est devenu président de la République. Il est d'accord et il est en train comme ça de demander le changement de constitution. C'est qu'il faut le savoir. Il est déjà à la fin de son 2e mandat qui finit bientôt. Plus qu'une année, plus que 2 ans comme ça, pour que son mandat s'achève. Mais quand il nous demande le changement de constitution, il faut le savoir qu'il va reprendre tous ses mandats. Alors, je ne suis pas du domaine, c'est pourquoi j'ai amené pour vous un analyste politique. Nous parlons du changement de la constitution en République démocratique du Congo. D'abord, c'est important, ces changements de constitution. Merci beaucoup une fois de plus, madame la journaliste. Honnêtement parlant, à ma qualité d'un juriste de formation, je ne voudrais pas beaucoup plus me baser sur la logique que tout citoyen utilise en me conformant au mode changement. Mais étant que juriste, je voudrais un peu beaucoup plus parler de la révision. Okay. Voilà un peu. Le changement de la Constitution, c'est ça un peu la question. Si oui ou non, je suis pour le changement de la Constitution. Par rapport à cette thématique, je voudrais un peu ouvrir une parenthèse qui me vient à peine dans ma pensée. Il y avait un philosophe du nom de Montesquieu qui disait « Si le changement d'une constitution a pour objectif, si le changement de la constitution a pour objectif d'assurer la sécurité, si le changement de la Constitution pourra avoir objectif de garantir la paix sociale au sein de la République, honnêtement parlant, moi qui vous parle, je partagerai cet avis. Mais le petit souci que nous avions par rapport à la procédure même que le pouvoir en place est tenté d'entamer pour le changement de la Constitution, c'est le mécanisme, la méthodologie. C'est ça, en fait, le vrai problème. Changer la Constitution n'est pas un problème. Mais nous allons changer la Constitution pour atteindre quel objectif? C'est ça le problème. Est-ce que les changements, la fameuse démarche du changement de la Constitution que le pouvoir en place est en train d'entamer, a pour objectif de répondre aux besoins de la population? C'est ça, en fait, les grandes questions phares que nous sommes censés de nous poser. Est-ce que le changement de la Constitution... c'est ce qui fera en sorte que les fonctionnaires puissent être payés? Est-ce que vous avez participé à la marche pour quand même savoir l'importance du changement de la Constitution? Pourquoi est-ce qu'on veut changer la Constitution? Quels sont les avantages de ces changements de Constitution? Honnêtement, je n'ai pas eu l'occasion de participer à cette marche. Malheureusement. Bon, voilà un peu. Donc, je n'ai pas eu l'occasion. Malheureusement. Mais est-ce que ces changements de Constitution-là, c'est toute la Constitution qu'on veut changer ou on veut juste modifier quelques articles, tout ça? C'est la raison pour laquelle, au début de la question qui m'a été évoquée, j'ai souhaité que nous puissions beaucoup plus évoquer la thématique en utilisant les concepts de révision de la Constitution. Ça, c'est ce qui est très important. Mais permettez-moi, madame la journaliste, je voudrais un peu plus apporter un petit éclaircissement sur cette thématique. Vous saviez, quand il est question d'évoquer un sujet, nous sommes d'abord censés de connaître d'abord, comme on le dit en droit, la pensée du sujet.
La Constitution dont nous sommes en train de parler, n'oubliez pas que c'est là est la loi fondamentale de notre pays. La loi suprême, c'est la loi qui surpasse toute loi. Alors, il est important, ma qualité, d'apporter un peu un éclaircissement sur la Constitution. Je voudrais un peu faire allusion à l'explication. En droit, nous définissons la Constitution comme étant l'ensemble des règles juridiques suprêmes qui déterminent l'organisation de l'État, la répartition et l'exercice des pouvoirs publics, ainsi que le droit et libertés fondamentaux des citoyens. C'est ça la Constitution. Alors, la Constitution a la forme suprême juridiquement au sommet de la hiérarchie des normes. Cela signifie que les lois, règlements et autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution. Vous savez, madame, même en ce qui concerne la procédure pour changer la Constitution, si nous ne le faisons pas selon le respect de la procédure, nous risquerons de nous retrouver à la rue. C'est quoi la bonne procédure? Merci beaucoup. Sensibiliser, faire le descente sur le terrain, c'est quoi la bonne marche? Pas nécessairement. D'abord, il est évident que la population retienne ceci. C'est le pouvoir qui organise la démarche du changement de la Constitution. La Constitution détermine notamment les institutions de l'État, comme je le disais, leurs compétences respectives, les rapports entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, les règles relatives à l'exercice et à la transmission du pouvoir. Dans le cas de la RDC, comme c'est le cas avec l'actualité, la Constitution détermine notamment les attributions du président de la République, du gouvernement, du Parlement et du pouvoir judiciaire. La démarche pour entamer la Constitution. Moi, je pense que la bonne question qu'on devrait plutôt se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est priorité de changer la Constitution? Au moment où le pays est agressé à l'est du pays, au moment où tout, à tous les domaines, ne marche pas. Est-ce que c'est vraiment d'abord une priorité de changer la Constitution? Et s'il va falloir changer la Constitution, c'est pour atteindre quel objectif? Ce sont un peu les questions fondamentales auxquelles nous devrons beaucoup plus nous baser. C'est une priorité par rapport à l'actualité, au contexte politique actuel, de changer la... Pourquoi j'avais posé la question de savoir si c'était important d'y penser en ce moment. À mon humble avis, ce n'est pas encore la priorité au moment à l'est de la République, le pays est agressé. Vous pensez que quelqu'un qui a vécu à peu près 18 ans au pouvoir n'a pas pu finir la guerre à l'est du pays, et quelqu'un qui n'a fait à peine 10 ans va finir cette guerre? Merci beaucoup. Au début de mon intervention, je ne sais pas si vous avez saisi cela, je disais, le président de la République, avant qu'il puisse entrer à l'exercice de son pouvoir, il connaissait tous ses problèmes. En étant opposant, il connaissait tous ces problèmes. C'est la raison pour laquelle même vous allez remarquer, pendant la période... Il voyait le problème de loin. Il n'était pas proche du problème. Il voyait le problème de loin. Tu peux être à l'extérieur de ces studios et te dire que gauche. Mais quand tu entres, tu vois que non, et où tu en à gauche, et où tu en à droite. Et maintenant, tu changes de stratégie. Pourtant, quand tu étais venu, tu avais ta stratégie à toi pour te dire que comme l'eau sort du côté gauche, je vais faire ceci. Et tu arrives à l'intérieur, mais où tu en à droite, tu dois changer de stratégie. Ça peut être le cas avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Gouverner, c'est prévoir. Mais c'est ce que je dis. Il a peut-être prévu... Je n'ai pas fini ma pensée. Je n'ai pas fini ma pensée. Gouverner, c'est prévoir. Un homme qui est prêt à diriger le pays ne réalise pas les engins pendant qu'il est à l'exercice. C'est bien avant. Je n'ai pas dit le contraire. Merci beaucoup. J'ai dit ceci. Il était en dehors du pouvoir. Il voyait le mal de loin. Et peut-être qu'il avait placé le stratégie. Il se disait, dès que je serai sur place, je ferai ça, ça, ça. Mais il se retrouve à l'intérieur. Il se rend compte que les problèmes exacts, ce n'est pas vraiment ce dont il pensait. Et pendant qu'il est là, par exemple, dans sa procédure de vouloir finir la guerre à l'est du pays, il s'est dit, il me faut encore 10 ans de plus. Voilà même la raison, ça peut être parmi les raisons qui lui ont poussé à demander la révision de la Constitution. Ça peut être une des raisons. Mais quand vous ne lui laissez pas le temps pour pouvoir travailler et finir la guerre en République démocratique du Congo, à peine qu'il a 7 ans ou 8 ans de pouvoir, vous voulez le juger incompétent. Ça sera sur base de quoi? En 5 ans,
En 5 ans, le président, après avoir été élu, il avait toutes les armes. Il avait toutes les potentialités de prendre, étant qu'un homme d'État, les solutions aux problématiques du guerre à l'Est de la République. En 5 ans. Qui, selon vous, ne sont pas encore prises. Vous vous souvenez, je vais y en arriver, vous vous souvenez, pendant la prise du pouvoir du président sortant, Joseph Kabila Kabange, vous allez réaliser que le président Joseph Kabila... Je sens que vous êtes du PPRD. Hein. Bon, c'est ça, en fait, la réalité. Hein. Quand il est... Parce que vous parlez avec beaucoup de haine. Quand il est question de parler d'État, on doit faire référence aux personnages politiques. Vous ne pouvez pas ignorer ignorer la personne de Joseph Kabila Kabange parce qu'il fait partie de l'histoire de notre pays. Je n'ignore pas. Merci beaucoup. Ouais. Donc je disais, le président Joseph Kabila Kabange, à l'exercice de son pouvoir, il savait que le pays était agressé. C'était bien avant. Et vous allez même réaliser, s'il va falloir aller plus loin, pendant l'exercice du pouvoir du président Joseph Kabila, il ne s'est jamais plaint du sort que le président Mobutu ainsi que du président Mouzé ou Kassavou lui ont laissé. C'est la raison pour laquelle, dès le début de mon intervention, j'avais dit par rapport à ce sujet qu'un chef de l'État est celui qui assume. Un chef de l'État ne se lamente pas. J'ai une question qui me vient en tête pour ne pas rester dans ça. Là, je sens votre peau politique, votre casquette vouloir sortir sur ces plateaux. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des avantages si aujourd'hui il y a changement de constitution? Quels sont les avantages que la population peut avoir dans ces changements? Est-ce que ces changements, c'est juste pour l'avantage des autorités, pour les... le changement est juste pour le pouvoir et non pour la population. Il n'y aura pas la part de la population dans ces changements. Heureusement, à votre question, j'ai même déjà tiré une réponse que vous-même aussi vous avez déjà exprimée. Donc, honnêtement, étant que citoyen, moi, je ne vois pas les avantages. Sincèrement, il y en a pas. Je ne vois pas des avantages qui sont liés à cette démarche. Vous n'étiez pas parmi les jeunes qui ont écrit au ministre de la Jeunesse? J'étais en déplacement pour votre information. Ok, parce qu'il a remis un cahier de charge, vous êtes au courant, au chef de l'État. Ok. Disons que le jeune, elle a consulté le jeune et le jeune lui ont dit qu'ils sont d'accord pour le changement de la Constitution parce que ça va apporter beaucoup de changements. Vous parlez de quelle jeunesse, madame? Vous êtes jeune. Je parle de vous. On est... Bon, ça c'est les jeux du pouvoir en place, hein, à ce que je sache. C'est les stratégies que le pouvoir en place est en train d'entamer. Moi, je ne partage pas cet avis et je ne crois même pas que... Vous ne l'avez pas vu sur terrain en train de changer avec les jeunes? Je ne crois même pas qu'à mon humble avis, quand vous parlez de cette jeunesse, c'est la fait majoritaire. Je ne crois même pas. C'est juste... on connaît comment est-ce que les jeux s'exercent. Nous connaissons les réalités, bien que nous... Non, ça a commencé depuis l'ancienne époque, l'époque de Joseph Kabila. Je ne suis pas là pour faire des comparaisons. Nous parlons de l'actualité. Je reste focus. De temps en temps, vous êtes en train de rentrer au pouvoir de Joseph Kabila. Voilà pourquoi je vous remets dans ça, non? Bon, vous êtes libre de penser, bon, vous semble. Mais moi, je resterai beaucoup plus focus sur la réalité par rapport à l'actualité de notre pays. Donc voilà un peu. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'avantage. Si aujourd'hui il y a le changement. Le changement, la démarche qui est liée au changement de la constitution de notre pays, que personne ne puisse vous tromper, madame, il va falloir que nous soyons honnêtes et sincères vis-à-vis de nous-mêmes. L'objectif que le pouvoir en place, selon mes analyses, est en train de viser, c'est d'abord l'intérêt du pouvoir. Quand je parle d'intérêt du pouvoir, je vois la pérennisation du pouvoir en place pendant si longtemps. C'est ça le premier objectif que le pouvoir est en train de viser. Que personne ne vous trompe. C'est ça, au fait, de la vérité. Il n'y a pas la part de la population. Nous verrons avec les temps. Le résultat que cela pourra-t-il aboutir? Nous verrons avec les temps. Mais sinon, honnêtement, par rapport déjà à cette thématique, je ne partage pas cette démarche. Vous ne partagez liée au changement pas, de la Constitution. Je ne le partage pas. Vous avez des arguments solides possibles? Vous avez des arguments ou c'est juste parce que ce n'est pas le moment? On doit d'abord finir la guerre à l'Est. Parce que c'est la raison de tout le monde. Comment on va réviser la Constitution et la guerre à l'Est? C'est que de ça que la population se plaint. Merci beaucoup. Je ne peux pas avoir un argument au moment où je ne partage pas l'avis. Effectivement, il doit y avoir des arguments. Les changements de la Constitution profitent toujours aux dirigeants. Vous vous souvenez, en
en 2018. Bon, au fait, c'est la routine, hein. C'est presque la même chose qui ne fait que se répéter. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est que vous dites aujourd'hui, Grace Coutinho, s'il faut que je cite le nom, joue le jeu de la politique. C'est pourquoi j'ai dit ça s'est passé aussi à l'ancien régime. Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement. Merci quand même d'accepter cela. Je n'en disconviens pas. Voilà. Donc, je disais, les arguments que je peux présenter par rapport à ma position de ne pas être partant à la procédure du changement de la Constitution, c'est parce que la démarche qui est liée au changement de la Constitution a toujours objectif de ramener les mêmes personnages politiques aux affaires. Okay. C'est ça, au fait, d'abord, la première préoccupation. Parce que personne ne vous trompe. Le changement de la Constitution, il faut aboutir. Nous verrons toujours les mêmes têtes que nous avions connues au pouvoir revenir toujours aux affaires de l'État. Donc voilà un peu l'une des raisons fondamentales qui m'oblige à ne pas partager cet avis. Vous ne partagez pas l'avis, Madame Grace Coutinho. Voilà un jeune qui n'a pas signé, qui n'a même pas donné une phrase dans ton cahier de charge. Il y a un jeune qui refuse, qui n'a même pas été consulté par vous. Nous sommes en train de poursuivre notre magazine de cet après-midi, notre magazine Le Point. Alors nous allons prendre comme ça la dernière thématique pour comme ça finir notre magazine de ce lundi 24 août 2026. Notre dernière thématique parle du procès, du fameux procès Frivao. Je pense que vous êtes au parfum, vous connaissez bien ces procès, Maître Justin Ndombe. Merci, oui, effectivement, j'ai déjà une connaissance sur ça. Voilà. Déjà, de base, vous allez nous dire de quoi exactement le ministre honoraire Constant Moutamba, puisqu'il n'est le plus, est-il accusé conformément à la loi? Merci beaucoup, Madame la journaliste, à nouveau pour cette question concernant la thématique du procès Frivao de Constant Moutamba. Avant que je puisse rapidement entrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu d'abord apporter un peu une lucidité par rapport à cette thématique. Dans l'affaire Frivao, pour ceux qui ne savent pas, le ministère public de la RDC a récemment requis 15 ans de travaux forcés contre Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, ainsi que de M. Chansard Bolukola, ancien coordonnateur intérimaire du Frivao. Et en dépit de ça, s'il va falloir maintenant entrer dans le vif du sujet, par rapport à la question qui m'a été posée, de quoi M. Constant Moutamba est-il accusé conformément à la loi? Nous remarquons ou nous allons réaliser premièrement les accusations portées à la personne de l'ancien ministre de Justice et Garde des Sceaux, M. Constant Moutamba, sont premièrement: M. Constant Moutamba est accusé dans plusieurs affaires judiciaires, principalement des détournements présumés des deniers publics. Affaire Frivao. Frivao, pour ceux qui ne savent pas, en sigle, ça veut dire Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Et puis, l'une des accusations qui est portée à sa charge est liée à l'affaire de la construction d'une prison qui était prévue à Kisangani. Dans une autre procédure, il lui a été reproché d'avoir ordonné le décaissement d'environ de 19 millions $9 américains destinés à la construction d'un établissement pénitentiaire à Kisangani avec irrégularité présumée dans la passation du marché public. Alors, il va falloir à ce que nous puissions aussi préciser une chose par rapport à cette procédure qui est, je cite, ces accusations, jusqu'à présent, à preuve du contraire, sont des allégations du ministère public. Et les accusations du ministère public portent à sa charge sont le détournement, le blanchissement des capitaux, et ainsi que tant d'autres infractions dont je ne saurais pas tout évoquer parce que la liste est tellement longue par rapport au temps, la télé, c'est le temps. Voilà un peu. Donc voilà un peu par rapport à votre question, les accusations qui sont portées à charge de la personne de M. Constant Moutamba. Voilà. Alors, la procédure de ces procès est-elle normale? Est-elle respectée? Vous êtes un homme de droit. Oui, merci beaucoup.
dès la prise de ma parole, je tiens à rassurer à la population que la procédure par rapport au procès Frivao, qui lie M. Constant Moutamba, la procédure est vraiment respectée. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous pouvons examiner la régularité du procès Frivao au regard de la procédure pénale. C'est un dossier qui est lié au droit pénal pour ceux qui ne savent pas. Mais il faut distinguer deux choses par rapport à ces procès, qui sont, premièrement, le respect de la procédure. On parle du respect de la procédure. Et puis, deuxièmement, la culpabilité de Constant Moutamba. Ce sont des éléments essentiels que nous sommes censés retenir par rapport à la procédure du procès. Alors, à ce jour, les éléments disponibles montrent que la Cour de cassation a effectivement introduit l'affaire et le débat a un lieu avec la participation de la défense. C'est ça, au fait, le démarche de la procédure. Et puis, deuxièmement, nous voyons évidemment que le ministre honoraire Constant Moutamba avait notamment comparé avec ses avocats au début du procès. Non seulement ça, la Cour avait aussi de même également renvoyé une audience afin de permettre à M. Constant Moutamba de consulter les dossiers, ce qui va dans le sens du respect des droits de la défense. Hormis ça, la défense avait aussi cependant soulevé plusieurs irrégularités de procédure au cours du procès, qui sont, je cite, premièrement, au cours du procès, qui sont les contestations doivent être examinées juridiquement par la Cour. La plaidoirie sont terminées par le verdict et annoncé pour le 2 septembre prochain du mois qui viendra. Alors par conséquent, par conséquent, les 15 ans requis par le ministère public ne constituent pas encore une condamnation jusqu'à présent. En droit, on appelle ça présomption. Monsieur Moutamba est présumé coupable. Présumé coupable. Il demeure jusqu'à présent comme étant un citoyen présumé coupable. Voilà, Monsieur Justin, nous sommes déjà en train de chuter petit à petit. D'ailleurs, nous sommes vraiment à la fin de notre magazine de cet après-midi. Je crois que c'est la première et non, ça sera la dernière fois. Nous aurons quand même de temps en temps l'opportunité d'échanger avec vous sur d'autres thématiques qui viendront. Mais avant de clôturer ces magazines, pouvez-vous nous donner votre point de vue par rapport à ces procès? Ces fameux procès, je l'appelle comme ça. Votre dernier mot, votre point de vue par rapport à ces sujets ici. Merci beaucoup, Madame la journaliste. D'abord, je voudrais un peu lancer d'abord un message vis-à-vis de tous ceux qui sont concernés à ces procès. Quand je parle de concernés, je vois le juge, je vois la partie défenderesse, ainsi que le ministère public. J'ai un peu de peine quand j'ai eu à mener un peu des recherches concernant la procédure du procès ainsi que les accusations qui sont portées à la personne du ministre honoraire Constant Moutamba. J'ai un peu de regret. Pourquoi? Parce que je suis en train de réaliser que M. Constant Moutamba est en train de subir une réalité qui a comme, comment dirais-je, il est en train de subir une réalité où des accusations qui n'ont rien à voir avec tout ce que les gens disent. Qu'est-ce que je vais dire par là? Non, il est injustement accusé. Il est injustement accusé, si je peux le dire de cette façon. En fait, à mon humble avis, je réalise que le procès Moutamba, c'est un procès qui va vraiment beaucoup plus au sens politique, plutôt qu'au sens juridique. Donc, ça, il y a un Guy sous roche. Il y a une main noire. Il y a une main noire qui manigance tout ce qui est en train de se passer. Mais, étant que citoyens, nous ne pouvons que faire confiance à notre justice. Exactement. Nous croyons toujours à notre justice, malgré tout ce que nous connaissons comme réalité qui s'exerce au sein de la justice. Non, nous faisons juste confiance à la justice. Oui, nous faisons confiance à la justice. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre magazine de cet après-midi. Monsieur Justin Ndombe, un dernier mot. Je tiens vraiment à remercier une fois de plus
le plateau. J'ai vraiment aimé le confort. Merci. J'ai aimé aussi l'entretien, de la manière dont cela s'est exercé. Et puis, je voudrais, avec votre permission, saisir l'opportunité de passer aussi un petit mot de remerciement à mes parents. Sentez-vous à l'aise, votre caméra est là. Je tiens à remercier beaucoup mes parents pour les soutiens par rapport à cette nouvelle démarche que je suis en train d'entamer en rapport avec la politique. Je voudrais encore une fois de plus saisir l'opportunité pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu afin que je puisse aujourd'hui avoir saisir cette opportunité de me présenter dans un plateau télévisé pour aborder un peu une connaissance concernant ou en rapport avec l'actualité politique. Et je profite une fois de plus, saisir l'opportunité pour remercier beaucoup plus ceux qui me sont plus proches, qui me soutiennent. Très rapidement. Qui ne me laissent pas. Je pense à mon frère, à mon cousin, un ami vraiment qui est aux États-Unis, monsieur Emmanuel Kinsese, qui n'a pas baissé le bras pour me soutenir. Je pense aussi à mon frère Glodika Lalakia à Lubumbashi pour les soutiens. Je profite aussi de l'occasion une fois de plus pour passer mes remerciements les plus sincères à mon frère, le cher maître avocat Carlos Mbaya pour ses idées. Et je n'oublierai pas enfin de clore mes remerciements à cette personne qui m'est vraiment plus chère, un partenaire de lutte, le sage, le camarade Rubin Sanga. Merci beaucoup, messieurs Justin. C'était un réel plaisir pour moi de partager le plateau avec vous cet après-midi. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de la RTVL pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve très prochainement. Bye bye. Merci beaucoup.